Alors, je vais passer maintenant la parole à Michel Bon, président de Fondacte, qui va nous présenter donc la position des entreprises. Alors, Michel Bon, après un passage à l'inspection des finances puis par la banque, vous avez été successivement directeur général puis président de Carrefour et président directeur général de France Télécom. Vous êtes actuellement président du conseil de surveillance de Devoteam et président de l'association Fondacte que vous représentez aujourd'hui. Alors, dans les entreprises, comment arrive-t-on à maintenir une politique d'actionnariat salarié qui reste attractive alors que le contexte fiscal est aussi changeant? Merci. Alors, on vous a déjà parlé ce matin de l'aspect entrepreneurial qui, vu par tous ceux qui sont dans l'entreprise, est l'aspect central à dire vrai. C'est vrai que Xavier Fontanelle a évoqué en commençant. On vous a parlé, et je pense Francis Lemort va vous en parler pas mal dans un instant, on vous a parlé de l'aspect financier, de l'épargne, c'est-à-dire finalement un aspect social. Et il y a un aspect qui est moins souvent traité, enfin non, qui est traité, mais qu'on juge plus ou moins intuitivement, qui est l'aspect économique, macroéconomique, j'entends. Tous ces dispositifs, l'actionnariat salarié, mais au-delà, le partage du profit, ont-ils un impact économique tangible? C'est un sujet que l'on peut discuter, mais c'est surtout un sujet qu'il faut démontrer. C'est ce qu'on a essayé de faire à Fondacte en essayant de nous associer avec des économistes qui s'intéressent à ce sujet. Il n'y en a pas beaucoup, pour tout dire. Enfin, on en a trouvé un qui, lui, consacre toute sa recherche à ce sujet, puis qui connaît les autres. Donc avec ça, petit à petit, nous nous sommes entourés d'une espèce de corpus académique, on va dire. Ce professeur, je le mentionne, parce que quand même, il n'y en a qu'un, il faut quand même en parler. Il s'appelle le professeur Fac. Il était le Panthéon Assas, il était à notre comité stratégique. Alors, comment travaille-t-il? Très simplement, il a créé un échantillon d'entreprises en pointe dans ce secteur du partage des profits. Alors en pointe, ça veut dire un certain pourcentage d'actionnariat salarié et un certain pourcentage de la masse salariale distribuée au titre de l'intéressement. La participation, il n'en tient pas compte parce que c'est un système qui est obligatoire, donc moins facile à traiter. Parce que l'intéressement, c'est facultatif, on en fait plus ou moins. L'actionnariat salarié, c'est facultatif, on en fait plus ou moins. Et à travers ces deux critères, qui d'ailleurs souvent sont réunis, mais ça peut être l'un ou l'autre, il distingue donc un échantillon d'entreprises en pointe dans le domaine du partage du profit. Et puis il le compare à l'échantillon des entreprises tout venant, qu'on trouve dans les centrales de bilan. Là, il y a beaucoup de matière. Là. Et il compare. Et alors les comparaisons sont assez éclairantes. Alors je commence par des choses qui paraissent plus ou moins importantes, je terminerai par l'essentiel. Il y a d'abord moins d'absentéisme. Ça, on comprend bien pourquoi, parce que souvent l'intéressement est lié au présentéisme. Ouais, c'est déjà pas mal d'avoir moins d'absentéisme pour une entreprise. Il y a moins de turnover des salariés. Ça, c'est déjà plus important, parce que ça veut dire des salariés mieux formés, connaissant mieux les clients, connaissant mieux les process, etc., etc. Il y a moins de conflits sociaux. Ça paraît aussi là relativement intuitif, mais enfin, ça peut se démontrer. Il y a moins de conflits sociaux dans les entreprises en pointe dans le partage du profit. Il y a, et ça c'est un sujet qui n'est pas sans intérêt par les temps qui courent, plus d'emplois. En moyenne, les entreprises en pointe créent plus d'emplois que les autres. Ce n'est pas énormément plus, mais enfin, sur la durée, c'est de l'ordre de 2 points de plus chaque année. Sur la durée, ça finit par compter. Et on en vient aux 2 derniers points qui sont tout à fait fondamentaux. Le premier, c'est que ça n'a pas d'effet, et au contraire, sur la politique salariale. C'est-à-dire que très souvent, il y a des gens qui vous disent « Oui, mais attendez, là, le patron, il donne d'une main, mais il reprend de l'autre. » Non, ce n'est pas vrai. Les entreprises qui sont les plus en pointe dans le partage du profit, dans l'actionnariat salarié, sont aussi celles qui ont les politiques salariales les plus dynamiques. Donc, tout ceci vient bien en plus, et non pas à la place d'eux. Et même plus qu'en plus, puisqu'elles ont une politique salariale plus dynamique en moyenne. Et le dernier point, qui est considérable, c'est qu'en moyenne, ces entreprises ont une productivité qui est supérieure de 6 à 8 points. De 6 à 8 points, c'est énorme, que l'échantillon des entreprises normales, si je puis dire. Donc on se dit, mais c'est formidable, on a trouvé le Graal, quoi. Ça amène de la compétitivité, ce qui est quand même vraiment notre problème, quoi. Ça amène de la croissance, ça amène du pouvoir d'achat. Formidable. Les gouvernements vont se ruer là-dessus pour l'encourager. Que nenni. Au contraire, année après année, nous voyons la taxation, principalement, s'acharner contre ces dispositifs. Et s'agissant de l'intéressement, par exemple,
compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers temps et de l'instabilité considérable du paysage fiscal, aujourd'hui, nous avons pas loin de 40% des entreprises qui disent, dans un sondage qu'a fait la DFCG, qu'elles ne renouvelleront pas leur accord d'intéressement. Donc, non seulement le Saint Graal, nous n'y allons pas, mais il est en train de s'éloigner. C'est donc quand même préoccupant. Il y a un autre aspect qui est moins souvent débattu, mais que je voudrais évoquer en 2 minutes avec vous. C'est l'impact, on est dans la macroéconomie toujours, l'impact de ces dispositifs sur le partage des richesses. Parce que la question du partage des richesses devient peu à peu centrale pour les économistes. Par partage des richesses, entendons-nous, il y a beaucoup de façons de parler, je crois que c'est Paul-Henri qui évoquait la question tout à l'heure. Là, je vous parle de ce qui est l'accroissement des richesses. Alors, vous pouvez accroître vos richesses de 1000 façons, en ayant de meilleurs salaires, en ayant des dividendes qui augmentent, ou en ayant des plus-values que vous réalisez ou vous ne réalisez pas, d'ailleurs. Mais si vous avez une action qui a pris 20% dans l'année, dans votre tête, vous avez gagné 20%, même si vous ne l'avez pas encaissé. Donc, si on empile toutes ces façons de créer de la richesse, on arrive à l'accroissement de richesse des consommateurs, des ménages, comme on disent les économistes, en une année. Alors là-dessus, on a des statistiques qui sont très solides aux États-Unis, moins en Europe. Et aux États-Unis, à l'époque de Bill Clinton, c'est-à-dire il y a 20 ans, quand il se créait 100 de richesses supplémentaires, il y en avait 40 qui allaient dans la poche des 1% des Américains les plus riches. Et les 60% restaient aux 99 qui étaient les moins riches. C'était déjà... Bon, sous le premier mandat de Obama, le pourcentage a beaucoup changé. Aujourd'hui, le 1% des Américains les plus riches capte 95% des richesses créées. Alors, on pourrait faire quelques développements de nature morale, je vous les laisse. Je voudrais simplement me limiter à des développements de nature économique, parce que si ce sont les gens qui n'ont finalement pas besoin de voir leur richesse augmenter, qui captent l'essentiel de la création de richesse, ça a 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que ces riches, comment dépensent-ils ? Pas comme nous, évidemment. Ils ne vont pas manger 8 fois par jour. Donc, ils vont mettre leur argent dans des domaines où ils vont tous arriver en même temps, en créant ainsi des bulles. Pensez par exemple au marché de l'art qui est en train d'exploser, pensez au marché du luxe, pensez à l'immobilier de haut standing. Et là, ils créent des bulles qui, à leur tour, sont dommageables sur l'ensemble de l'économie. Et puis, la consommation en général en est déprimée puisque, encore une fois, il ne reste que 5% de l'accroissement des richesses pour les 99% de la population américaine. Alors bien sûr, en France, on n'en est sûrement pas là. C'est sûrement mieux réparti. Mais je suis certain, enfin, quand je dis je, les économistes sont certains que la tendance est la même. Donc ça, c'est quand même un sujet préoccupant. Juste un point en passant. Évidemment, si on se dit, au fond, la croissance, c'est pas pour moi. Et si 95%, 99% des gens se disent la croissance, c'est pas pour moi. À ce moment-là, ne nous étonnons pas de voir certains partis politiques présenter des programmes économiques totalement abracadabra, sans émouvoir le moins du monde le reste de la population. Après tout, la croissance, c'est pas pour moi. Alors vous pouvez bien présenter tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Ça explique, je pense, une partie de l'indifférence aux élucubrations économiques de nos populistes de droite et de gauche, d'ailleurs. Bon, ça, je passe, je le dis en passant. Alors, c'est pas facile, quand on a exposé ce diagnostic, d'y remédier, parce que les impôts, qui sont normalement la voie normale pour corriger cela, dans un monde global, dans une économie mondialisée, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et puis on se dit bien que le 1% qui va la capter les 95, il va se défendre de son mieux, c'est normal d'ailleurs. Donc l'impôt, en fait, sans être totalement inopérant, n'est pas très opérant pour régler cela. Alors, il y a d'autres méthodes. Parmi ces méthodes, il y en a une que vous connaissez très bien, vous les actionnaires salariés, qui est le partage des profits. Parce que là, quand on distribue 100 en partageant les profits, eh bien, il n'y en a pas 99 qui vont dans la poche des plus riches. Non, il y en a même moins de 1% parce qu'il y a des phénomènes de plafonnement. Et les 99% restants, où vont-ils ? Ils vont dans la poche, non pas des plus pauvres, parce que, dans la poche des 99% qui ne sont pas les plus riches du pays. Et mieux, ils y restent.
Ils y restent parce qu'ils créent de l'épargne et que cette épargne elle-même est désirable. Ils créent des actions de l'entreprise qui est elle-même jugée désirable, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que face à un sujet qui est quand même relativement majeur, hein, parce que vous réfléchirez ce soir chez vous un instant à cette question, au fond, comment peut fonctionner une société qui ne croit plus à la croissance? C'est un sujet qui est relativement majeur. Face à ce sujet, nous avons, nous, un outil modeste, certes, mais nous avons un outil. Alors plus généralement, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, si vous voulez, on a quand même une difficulté, nous tous, devant nous. C'est que ces évidences que je viens de développer devant vous, ces évidences auxquelles vous croyez tous, que nous pouvons en plus démontrer, que les économètres peuvent démontrer. Ces évidences, il y a pas mal de patrons qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de syndicalistes qui n'y croient pas. La plupart des fonctionnaires n'y croient pas. Et la quasi-totalité des hommes politiques n'y croient pas. Quand je dis n'y croient pas, ça veut dire qu'ils sont au mieux indifférents, au pire hostiles. Donc on n'est quand même pas très bien parti. On a un outil dont nous savons, nous, qu'il est exactement approprié aux problèmes que traverse notre pays. Exactement approprié. Et dont non seulement on ne se sert pas, mais qu'on essaye de démanteler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, nous ne sommes ici que 150, 200, je ne sais pas très bien, mais je pense que nous devons nous dire, voilà, à chacun, il faut que j'essaie de convaincre au moins un homme politique, pour essayer de changer les choses. Il faut que j'essaie de convaincre au moins un syndicaliste, pour essayer de changer les choses, ou au moins un patron. On n'aura pas perdu notre temps. Déjà 150, si on arrivait à avoir 150 hommes politiques qui croient à nos trucs au Parlement, on changerait tout. Hein. On en a 20, même pas. Voilà, bon courage, bon travail.